Ceci n'a rien d'une scène de film. Un bus à Impérial a un jour sauté au-dessus du vide alors que le Tower Bridge de Londres était relevé. Revenons au jour où tout cela s'est produit. Le 30 décembre 1952. C'était une journée ordinaire pour Albert Günther, le chauffeur de la ligne 78. Il conduisait son autobus à travers le Tower Bridge en direction de Shoreditch. Puis, il a remarqué que le pont s'ouvrait et que son bus s'élevait avec la bascule. Que veut-on dire par bascule? C'est ainsi que l'on nomme les deux sections du pont. Elles s'élèvent à un angle de 83 degrés et chacune d'elles pèse plus de 1100 tonnes. Le bus roulait à seulement 20 km/h lorsque la bascule a commencé à s'élever. Le timing était parfait et l'autre côté de la bascule n'était pas encore trop redressé. C'est ainsi que Günther a réussi à faire bondir le bus d'une hauteur d'1 à 2 mètres. 13 personnes ont été blessées, mais tous les passagers ont survécu. Comment se fait-il que le pont ait été relevé? À l'époque, un gardien faisait retentir une cloche d'alarme et fermait les barrières avant que le pont ne doive être ouvert. Pourtant, ce jour-là, on a oublié de le faire. C'est pourquoi le bus a continué à progresser sur le pont, pensant que tout allait bien. Pourquoi a-t-on dû relever les bascules du pont en premier lieu? Eh bien, parce qu'un navire devait passer dessous. Le chauffeur du bus a également déclaré que le feu de circulation était au vert lorsqu'il a traversé le pont. Il a dit qu'il avait deux options. Soit arrêter son bus et espérer que quelqu'un le remarque à temps, soit sauter par-dessus le précipice. S'il avait arrêté le bus, il aurait pu glisser en arrière et peut-être même tomber dans le fleuve. Nos sincères félicitations à ce héros du quotidien pour avoir su prendre la bonne décision en une fraction de seconde. Non seulement un bus à Impérial, mais un avion a également franchi le Tower Bridge. En 1912, un aéronef a dû voler entre les bascules du pont et la passerelle supérieure, la distance verticale entre les deux étant de 43 mètres. Le pilote Francis McLean se trouvait alors à bord d'un hydravion, modifié capable de s'y faufiler. C'est ainsi que son vol a été couronné de succès. Il aura été la première personne à voler sous cette passerelle. Pour beaucoup d'entre nous, cela semble aussi dangereux qu'effrayant. Mais pour lui, c'était comme une promenade au parc. Il a déclaré à la presse « Ce n'est pas aussi risqué qu'il y paraît, car les arches du pont sont énormes une fois qu'on s'en approche. » L'homme était ingénieur civil, astronome, photographe et aviateur. Le combo parfait pour ce genre d'exploit. Pourquoi a-t-il seulement décidé de faire cela? Le fait est qu'il avait un rendez-vous en ville. Tout s'est passé un samedi matin. McLean s'est dit « Pourquoi ne pas s'y rendre en hydravion ?» Il a décollé à 6 h du matin et 2h30 plus tard, il amérissait à Westminster Pier. Voulez-vous entendre l'histoire d'un farceur qui vivait à Londres au début du 19e siècle? Theodore Hook et son ami traînaient ensemble comme d'habitude. Puis, ils ont fait un pari. Hook a parié qu'il pouvait transformer la maison la plus banale en l'adresse la plus en vogue en moins d'1 semaine. Ils croyaient au pouvoir de la rumeur. Ils ont donc choisi une maison au hasard dans la ville. Une femme ordinaire, du nom de Tottenham, vivait ici. Hook a écrit de nombreuses lettres à toute la ville, des avocats jusqu'aux pâtissiers. Après une semaine, des invités aussi prestigieux que le gouverneur de la Banque d'Angleterre et le Lord Maire de Londres se sont présentés à sa porte parce qu'ils avaient reçu une invitation. Non seulement des invités, mais aussi la livraison qu'attendait secrètement Hook depuis la veille. Le tout Londres a bien vite commencé à tourner autour de cette adresse. Imaginez plutôt ceci. Vous vous réveillez à 5 h du matin après avoir entendu la sonnette de votre porte. Vous apercevez un inconnu sur le seuil. Il dit qu'il est là pour ramoner les cheminées. Vous n'avez rien demandé de tel, et donc vous le renvoyez. Quelques instants plus tard, quelqu'un d'autre frappe à votre porte. Un autre ramoneur vous dit qu'on lui a demandé de venir. La pauvre bonne de Madame Tottenham a encore dû renvoyer 20 autres ramoneurs. Malheureusement, la farce ne s'est pas arrêtée là. Des livraisons répétées de grandes quantités de charbon ainsi que des gâteaux de mariage étaient également adressés à son domicile. Alors que ces livraisons et ces travailleurs se pressaient à sa porte, toujours d'autres personnes, comme des médecins et des prêtres, se sont rendus à cette maison en expliquant qu'on les avait appelés pour assister quelqu'un. Hook et son ami ont loué une petite pièce à proximité pour observer jusqu'où irait le défi. Une foule de gens s'est présentée et a permis à Hook de remporter le pari.
Rick Buckley est un autre amateur de farce, mais il est également artiste. En 1997, il a modélisé son propre nez et l'a affiché à divers endroits de Londres avec de la colle. Pardon ? Eh oui, son objectif était de protester contre la vidéosurveillance. Un mélange créatif d'humour et d'art. Au départ, il a collé ses nez aux alentours de 35 monuments à travers Londres. Parmi eux, les 7 nez de Soho sont assez célèbres. J'imagine qu'il n'aime pas trop que les gens fourrent leur nez dans ses affaires. Il est temps de sauter du coq à l'âne, de nez placés à des endroits incongrus de la ville. Passons à des temps plus anciens où les gens s'enduisaient le visage de cosmétiques nocifs, par seul amour du bon goût. Il nous faut mentionner ici une pionnière de son époque, la reine Elisabeth Ier, qui a eu une influence majeure sur la mode. Non seulement les vêtements des femmes, mais aussi le style masculin a été influencé par ses choix de garde-robe. Mais ici, nous allons parler davantage de son look blanc emblématique. Il était obtenu grâce à une fondation blanche appelée céruse, qui était conçue en mélangeant du plomb blanc avec du vinaigre. À cette époque, les gens voulaient également blanchir leurs taches de rousseur et cacher leurs imperfections. Ce type de cosmétique contenait des ingrédients tels que du soufre, de la térébenthine ou du mercure. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces ingrédients sont extrêmement nocifs. Ils finissent par laisser la peau grise et ridée, sans mentionner les autres problèmes de santé causés par ces cosmétiques magiques. Michael Holmes est skydiver professionnel ainsi que parachutiste. Et non, il n'est pas apparenté à Sherlock Holmes. Il figure sur notre liste parce qu'il a survécu contre toute attente. Un jour, il était occupé à entraîner de nouveaux skydivers. C'était pour lui un jour comme tous les autres. Il se trouvait dans l'avion avec 16 élèves qui devaient sauter d'une hauteur de 400-500 mètres. Tout cela était assez simple sur le papier et leur permettrait une chute libre d'environ 1 minute. Leur parachute devait s'ouvrir à 1500 mètres. Ce jour-là, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Michael a ouvert son parachute, mais il ne s'est pas déployé. Il a ensuite passé plusieurs secondes à essayer de se débarrasser du parachute principal pour pouvoir ouvrir celui de secours. Alors qu'il luttait, il tournait également sur lui-même, en pleine chute libre. Il a décrit cette chute comme suit. « Je tournais si vite que je me suis presque évanoui à cause de l'accélération. » Il s'était retrouvé dans une situation similaire auparavant et avait dû dégager les cordons entre le harnais et la voilure. Il savait qu'il avait un système de secours et que ce système lui sauverait la mise, alors il n'a pas paniqué. Du moins au début. Cette fois, il ne pouvait plus se dépêtrer de la voilure principale. Alors qu'il se trouvait à environ 1200 mètres, il a résolu d'ouvrir le second parachute, et rien ne s'est produit. Il faisait de son mieux pour rester calme et trouver un moyen d'atterrir en toute sécurité. Les cordons étaient toujours coincés, et la voilure principale était encore en place. Il ne pouvait pas non plus atteindre son petit canif, et il lui fallait pourtant couper les lignes. Pire encore que de tournoyer, c'est que le temps s'écoulait. Il commençait à manquer d'options tout en se rapprochant du sol à une vitesse d'environ 130 km/h. Il avait aussi une caméra sur la tête qui enregistrait l'incident en continu. Après avoir essayé toutes les options et que rien n'ait fonctionné, il a fait un signe d'adieu à l'objectif. Heureusement, son histoire ne s'est pas achevée ici. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début. Notre homme a miraculeusement survécu, en atterrissant sur un mûrier environ 3 km au nord du lac Taupo de Nouvelle-Zélande. Il n'a été que légèrement blessé. Cela signifie qu'une personne peut tomber du ciel et survivre si les bonnes conditions sont réunies. Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans une telle situation ? Appel, page internet, liens malveillants, tels sont les moyens par lesquels quelqu'un peut t'escroquer au XXIe siècle. Mais que dirais-tu si quelqu'un essayait de te vendre la Tour Eiffel, Big Ben ou même le pont de Brooklyn ? Difficile à croire, mais toutes ces choses et tant d'autres similaires se sont produites au cours de l'histoire. Tu as peut-être déjà entendu parler de George C. Parker, l'un des plus fascinants escrocs américains, qui a surtout opéré à la fin du XIXe siècle. Quand on dit escroc, on ne parle pas là d'un arnaqueur à la petite semaine, mais d'un véritable spécialiste. Un professionnel dans l'art de gagner la confiance d'autrui afin de mieux tromper son monde. Parker était originaire de New York et il gagnait sa vie en vendant illégalement toutes sortes d'objets emblématiques qu'il ne possédait pas vraiment.
Il est ainsi parvenu à refourguer des lieux aussi symboliques que la Statue de la Liberté, Madison Square Garden, le Metropolitan Museum of Art et, bien sûr, le pont de Brooklyn. C'est pour cette arnaque qu'il est le plus connu, puisqu'il a vendu le pont à plusieurs reprises, au moins 2 fois par semaine. Une fois, il est même arrivé à exiger un prix de 50 000 $. Le nouveau propriétaire ne savait absolument pas qu'il était victime d'une escroquerie, jusqu'à ce que la police de New York n'intervienne pour l'empêcher de traiter le pont comme sa propriété privée, en installant des postes de péage au milieu du pont de Brooklyn, par exemple. Le pont de Brooklyn a ouvert ses portes à la fin du 19e siècle. C'était un pont à péage, ce qui signifie que les piétons devaient payer de l'argent chaque fois qu'ils voulaient le traverser. Les cavaliers et leurs chevaux devaient s'acquitter de 5 cents, et pour ceux qui avaient une calèche, cela coûtait jusqu'à 10 cents. Des dizaines de milliers de personnes traversaient le pont chaque jour lorsqu'elles se rendaient au travail, de Brooklyn à Manhattan. Quelques années plus tard, ce péage pour piétons a été abrogé, mais certains ont manifestement pensé qu'ils pouvaient le remettre au goût du jour. Parker choisissait souvent différents noms, Warden Kennedy, James J. O'Brien, Mr. Taylor, Mr. Roberts, etc., afin de se livrer à ces escroqueries. Il employait également de nombreuses méthodes pour se présenter comme le propriétaire légitime des biens qu'il vendait, en falsifiant des documents pour rendre ses escroqueries plus crédibles, par exemple, et en installant carrément de faux bureaux de vente lorsque cela s'avérait nécessaire. De même, lorsqu'il a vendu la tombe du général Grant, il s'est fait passer pour le petit-fils du général. L'un de ses endroits de prédilection pour opérer était Ellis Island. Il y attendait des personnes venant de différents pays, surtout celles qui disposaient d'argent qu'elles voulaient investir dans de nouvelles entreprises. Ses cibles préférées n'étaient pas seulement les personnes qui voulaient emménager aux États-Unis, mais aussi les touristes lors de leur première visite à New York. Quel accueil, n'est-ce pas ? Au Royaume-Uni, un homme se livrait à des activités similaires, mais dans le sens inverse. Arthur Ferguson vendait de célèbres monuments nationaux britanniques et d'autres biens publics aux touristes venus des États-Unis pendant les années 1920. Il a ainsi revendu des monuments comme Big Ben, la colonne de Nelson à Trafalgar Square et même Buckingham Palace. Et oui, il n'hésitait pas à vendre les mêmes bâtiments encore et encore, trouvant à chaque fois de nouveaux acheteurs. S'il a réussi à escroquer tant de monde, c'est que les acheteurs n'étaient pas bien informés et qu'ils étaient par ailleurs bien trop gênés pour dévoiler leur histoire en public une fois la supercherie découverte. Ferguson s'est ensuite rendu aux États-Unis et a vendu la Maison Blanche à un éleveur censé lui payer 100 000 $ par an. Tout comme George Parker, Ferguson a aussi essayé de vendre la Statue de la Liberté à un touriste australien. L'homme voulait acheter l'impressionnante structure, mais il n'a pas pu rassembler les fonds nécessaires à temps. Ferguson s'impatientait de plus en plus, remettant sans cesse la question sur le tapis et poussant son acheteur à obtenir l'argent. Ce dernier est vite devenu très méfiant. Finalement, il a décidé de raconter toute l'histoire à la police. Ils ont finalement réussi à attraper Ferguson. Il a été condamné à 5 ans de prison, car ils ont bien vite découvert les autres arnaques qu'il avait commises dans le passé. La Tour Eiffel a également été mise en vente quelque part dans les années 30. Victor Lustig était un autre escroc célèbre, âgé de 46 ans à l'époque. Il a défrayé la chronique américaine à la fin des années folles, ainsi que dans celle du reste du monde. Pendant son séjour à Paris, il a conclu une énorme affaire. Il a vraiment vendu la Tour Eiffel. Et pas qu'une fois, mais bien 2. La méthode de Victor était assez simple. Il a organisé des rencontres avec des hommes d'affaires qui avaient tous besoin de ferraille. Il les a convaincus que la Tour Eiffel allait être démolie, car elle avait désespérément besoin d'être réparée. Ainsi, celui qui offrait le meilleur prix obtiendrait les matériaux. C'était un homme charmant, doué d'une grande éloquence, ce qui l'a clairement aidé à convaincre ses acheteurs que la Tour Eiffel pouvait vraiment leur appartenir une fois l'affaire conclue. Il avait des dizaines de faux passeports, changeant souvent de nom lorsqu'il s'adonnait à ces transactions illégales. Il existe une légende locale fascinante que l'on raconte à Wichita Falls, au Texas. En 1919, un homme, J.D. McMahon, a eu l'idée de convaincre les gens qui vivaient là qu'il allait construire un immense building qui s'étirerait loin dans les airs, ce que nous appellerions aujourd'hui un gratte-ciel. Il a ainsi collecté 200 000 $ et a ensuite érigé un bâtiment qui n'avait que 4 étages. Il possédait des dimensions de 5 mètres sur 3, bien plus petit que ce qu'il était censé devenir.
Les mesures qu'il avait présentées dans ses documents n'étaient pas en pieds, mais en pouces, ce qui, en tant que détail, a complètement échappé aux investisseurs américains. L'escroc qui avait eu l'idée originale s'est bien sûr enfui avec son pécule, laissant derrière lui l'humiliation de ce qu'on nommerait plus tard le plus petit gratte-ciel au monde. Au XVIIIe siècle, une femme nommée Barbara Erni sillonnait le Liechtenstein et ses environs. Pendant son voyage, elle charriait une grande malle sur son dos. Elle menait une vie itinérante et c'est pourquoi elle s'arrêtait souvent afin de chercher un logement pour la nuit. Chaque fois qu'elle s'arrêtait, Erni disait à l'aubergiste que ses biens les plus précieux se trouvaient dans sa malle. Puis, elle demandait au propriétaire de l'enfermer à double tour dans la pièce la plus sûre de l'auberge. Les aubergistes s'exécutaient. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait ni bijoux ni vêtements à l'intérieur de son énorme bagage. En fait, c'est là que se trouvait son compagnon de voyage, qui surgissait alors de la malle, s'emparait de tous les objets de valeur, puis s'enfuyait à nouveau avec Erni. Et cela a duré 15 ans, jusqu'à ce que l'on finisse par attraper le duo de voyageurs. Un vendeur de meubles aide Barbara, des environs de la baie de San Francisco, à concocter son arnaque dans les années 1970 et 1980. Il a inondé la région de publicité qui agaçait beaucoup les gens. Puis, il est passé au niveau supérieur. À un moment donné, il a dit à tout le monde qu'il détenait une participation de 50% dans la mine d'or de Golden Gulch, juste à côté de Truth or Consequences, au Nouveau-Mexique. Tout le monde avait entendu l'histoire selon laquelle ce site était prêt à extraire de l'or, et nous parlons de beaucoup d'or, pour un montant estimé à 93 millions de dollars la première année seulement. Son entreprise a ainsi vendu quantité d'actions qui ont rapporté de gros bénéfices aux vendeurs. Mais bien sûr, tout cela n'était qu'une supercherie. Un certain chauffeur de camion se trouvait sans emploi en 2010. Il a donc eu une idée plutôt inhabituelle. Il a essayé de vendre l'hôtel Ritz à Londres pour près de 300 millions de dollars. Une bonne affaire pour la personne qui voudrait l'acheter, sachant que sa valeur réelle était censée excéder les 700 millions de dollars. Le chauffeur prétendait être un bon ami des propriétaires de cet hôtel de luxe. Il se présentait également comme leur associé. Il racontait que les propriétaires avaient leur propre raison de vouloir vendre l'hôtel par l'intermédiaire d'un tiers et qu'ils n'étaient pas en mesure d'en discuter. Un acheteur potentiel lui a même remis plus d'1 million de dollars en guise de frais initiaux. Notre chauffeur de camion lui a ensuite dit qu'il avait reçu une meilleure offre et qu'il accordait donc sa préférence à un autre acheteur. Mais il n'a jamais rendu l'argent, bien entendu. Les gens ont aussi essayé de vendre toutes sortes de choses bizarres sur Internet. Par exemple, au début des années 2000, alors qu'Internet n'en était qu'à ses débuts et que beaucoup de gens ne comprenaient pas encore le concept d'achat en ligne, un Australien a tenté de vendre un pays entier sur eBay. Ouais, tu pouvais ainsi acquérir la Nouvelle-Zélande dans une vente aux enchères d'1 mois et le prix de départ était d'1 centime australien. Certains acheteurs potentiels ont pris cela très au sérieux. Et le prix a fini par atteindre les 3000 $ avant qu'eBay n'intervienne.